Tama se retrouve dans un donjon souterrain, se demandant où il est exactement. À ce moment, il se rappelle qu'il vient d'être tué par un démon. Maintenant qu'il s'est réveillé, il réalise qu'il vient d'expérimenter la réincarnation. Tentant de comprendre qui il est désormais, il ouvre les yeux et découvre ses statistiques. En les consultant, il s'aperçoit qu'il est un bémote de rang S, une créature extrêmement dangereuse que même une armée massive ne peut vaincre. L'idée de vivre sa nouvelle vie en tant que bémote le dévaste, car il était autrefois un chevalier jurant de protéger l'humanité. Cette existence contraste avec la nature destructrice des bémotes envers l'humanité. Alors que ses pensées traversent son esprit confus, il décide de boire un peu d'eau. À ce moment, il aperçoit le reflet d'un chaton et s'effraie, hurlant comme une vieille dame. Ce reflet est clairement sa nouvelle forme. Avant que le mignon chaton ne nous perfore les oreilles avec ses cris aigus, une elfe nommée Arya se réveille. Elle ouvre ses fenêtres pour révéler les brillantes perspectives qui s'offrent à elle. Après s'être habillée, elle prend 2 longues épées accrochées à son mur et sort. Nous reviendrons à la jeune femme élégante plus tard. Pour l'instant, retournons au donjon où le petit chaton ne comprend toujours pas comment il a une forme de chat alors qu'il a été réincarné en tant que bémote. Ironiquement, il choisit de se réjouir du simple fait d'avoir été réincarné. En avançant, il rencontre un Slim de rang et devine que la créature idiote veut goûter à sa chair. Ne voulant pas finir sur le menu, il vérifie ses statistiques et découvre une compétence nommée hurlement rocheux. Sans perdre de temps, il hurle une pierre vers le Slim, qui éclate en éclaboussures. Après cela, il commence à ressentir une grande faim et, faute de mieux, il goûte le Slim. À sa grande surprise, le Slim est délicieux, et il continue de s'en régaler. En mangeant, il réalise qu'il peut acquérir les compétences des monstres qu'il dévore. Grâce au Slim, il gagne une compétence de stockage qui lui permet de conserver tout ce qu'il souhaite. La première chose qu'il décide de stocker est les restes du Slim, afin de pouvoir s'en régaler plus tard. S'habituant à sa nouvelle forme et à ses pouvoirs, il part défier d'autres monstres du donjon, un wyvern de rang B, un minotaure de rang C, un golem de rang B et un serpent venimeux de rang C. Après avoir vaincu chacun de ces monstres, il les dévore et acquiert des compétences telles que le vol, la boule de feu, le corps de fer et des crocs empoisonnés. En cherchant une sortie du donjon, il aperçoit un coffre au trésor brillant et devient fou de joie en le voyant. Il affirme n'avoir jamais rien vu de tel dans sa vie précédente de chevalier. En ouvrant le coffre, il trouve un cristal étincelant. Alors qu'il l'admire, un bruit lui fait comprendre qu'il s'agissait d'un cristal de transport, et qu'il vient de tomber dans un piège. Peu après, il est transporté dans l'antre d'un dragon terrestre de rang S. Le dragon semble avoir évité toute thérapie, car il manifeste clairement des problèmes de colère. En détectant un chevalier en armure de chat, il décide de l'attaquer. Le dragon terrestre essaie de l'écraser avec sa queue, mais le chat esquive habilement l'attaque en plein vol. Il décide alors d'utiliser son pouvoir de hurlement rocheux sur le dragon, mais cela n'a aucun effet sur la peau épaisse de la créature. Le dragon, furieux, tend une patte pour le frapper avec ses griffes, mais le chat utilise rapidement son pouvoir de corps de fer, acquis grâce au golem, pour se protéger. Malgré cette protection, l'attaque le blesse, et il se retrouve au sol, impuissant. Voyant cela, le dragon tente de l'achever d'un coup fatal. Heureusement, le chat parvient à esquiver l'attaque et, dans un dernier effort, utilise l'extrémité tranchante de sa queue pour laisser une cicatrice sur l'un des yeux du dragon avant de s'enfuir en utilisant son pouvoir de vol acquis grâce au wyvern. Le dragon, maintenant aveuglé d'un œil et furieux, rugit, mais le chat s'en moque. Pendant ce temps, l'elfe, Arya, arrive au donjon. Elle se remémore le moment où elle a choisi de devenir aventurière après que son mentor ait vaincu des démons maléfiques qui attaquaient son village. Pendant ce temps, notre petit chaton blessé lutte pour atteindre la lumière au bout du donjon. Malheureusement, il est trop faible et finit par s'évanouir. Juste avant de perdre connaissance, il sent une silhouette s'approcher et imagine que cette personne n'aime probablement pas les animaux. Par chance, il se trompe, Arya, une véritable amoureuse des animaux, le ramène chez elle pour le soigner. Le lendemain matin, le chaton se réveille enveloppé de bandages. En voyant Arya de près, il la prend pour un ange. De son côté, elle le voit simplement comme un adorable chaton, sans se douter qu'il est en réalité un monstre dangereux. Consciente de sa faim, elle lui donne de la nourriture et soigne ses blessures jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Une fois guéri, Arya reprend son travail d'aventurière. En guise de remerciement pour ses soins, le chat jure de la protéger coûte que coûte. Fidèle à sa promesse, il décide de la suivre en cachette en se glissant sur le bateau qui la conduit au donjon. Lorsqu'elle arrive, il s'inquiète de la laisser seule, car il sait que les femmes comme elle, avec un avenir aussi radieux, sont souvent victimes de harcèlement. Alors qu'il réfléchit à cela, Arya affronte 3 gobelins. À sa grande surprise, elle utilise une compétence d'accélération pour les éliminer rapidement. Après les avoir vaincus, elle coupe leurs oreilles pour les utiliser comme preuve afin de toucher une prime. En observant son habileté, le chat reconnaît qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Cependant, il pense que ses épées sont trop longues pour elle. Alors qu'elle range les oreilles des gobelins, un autre gobelin apparaît. Prête à l'affronter, elle ne réalise pas immédiatement qu'il s'agit d'un mage gobelin, une créature puissante.
Le gobelin lance une énorme boule de feu, et Arya voit sa vie défiler devant ses yeux. Juste avant que la boule de feu ne la touche, le chat la pousse hors du chemin. Ne voulant pas révéler sa véritable identité, le chat utilise ses griffes pour attaquer le visage du gobelin, le faisant tomber dans un escalier profond. Reconnaissante, Arya emmène le chat à la guilde des aventuriers pour échanger les oreilles de gobelins contre de l'argent. À leur arrivée, ils sont interrompus par un idiot en armure nommé Cassement, qui veut qu'Arya rejoigne son groupe. Le malotru essaie de lui attraper le bras, mais le chat intervient et mord violemment sa main. Tandis que Cassement hurle comme une fillette, le chat lui saute de nouveau dessus, lui griffant le visage et le ridiculisant davantage. Cela met Cassement dans une telle rage qu'il sort son épée pour attaquer le chat. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Arnold Holzwelzenegger, le réceptionniste musclé de la guilde, intervient pour l'arrêter. Bien qu'Arnold ait une allure imposante, il est également un aventurier redoutable. Voyant Arnold, Cassement prend peur et s'enfuit. Arya remercie Arnold pour son aide, et celui-ci, impressionné par le chat, le prend pour un chevalier en armure brillante. Puisqu'il a sauvé Arya 2 fois en une journée, Arya décide de le nommer Tama et le proclame officiellement comme son animal de compagnie. Cela signifie qu'il peut désormais l'accompagner dans ses quêtes sans avoir à se cacher comme auparavant. Après avoir soumis les preuves de sa chasse aux gobelins, Arnold informe Arya qu'elle est éligible pour une promotion dans un rang supérieur. Ce soir-là, Arya, un peu ivre, emmène Tama avec elle pour un bain. Malgré ses réticences, Tama finit par céder et se retrouve à partager ce moment avec elle. Alors qu'ils se baignent, Arya confie une histoire de son enfance, lorsqu'une sainte de l'épée est intervenue pour sauver son village attaqué par des démons. Cette expérience l'a inspirée à devenir plus forte pour protéger les autres. Le lendemain matin, Arya et Tama se rendent à la guilde des aventuriers, traversant un marché où Arya est accueillie chaleureusement. Une fois à la guilde, Arnold tente de la prévenir d'un problème, mais avant qu'il ne puisse finir, Cassement réapparaît, armé d'un ordre du baron exigeant que Tama soit exécutée pour l'avoir blessé. Arya supplie Cassement d'avoir pitié, et celui-ci propose un duel. Si Arya gagne, elle peut garder Tama, mais si elle perd, elle doit devenir sa femme. Arya, n'ayant pas d'autre choix, accepte. Le soir, une foule d'aventuriers se rassemble pour assister au combat, avec Arnold comme arbitre. Cassement, tentant de paraître chevaleresque, permet à quiconque de rejoindre Arya, mais tous les aventuriers ont trop peur. Finalement, Tama décide de l'aider. Le combat commence, et bien que Tama tente de charger Cassement, ce dernier s'avère être un adversaire redoutable. Arya utilise sa compétence d'accélération, mais Cassement l'esquive et la contre avec un coup dans l'estomac. Il bloque également ses attaques de couteau avec sa cape et la rabaisse en affirmant qu'elle ferait mieux d'être une femme au foyer qu'une aventurière. Sentant que sa maîtresse est sur le point de perdre, Tama est contraint d'utiliser ses pouvoirs. Après de longues hésitations, il décide d'assumer les conséquences. Au moment où Cassement s'apprête à porter un coup final à Arya, Tama intervient avec son corps de fer pour bloquer l'attaque, brisant l'épée de Cassement. Tama utilise ensuite son hurlement d'éther pour propulser Cassement en l'air comme un Superman de bas budget. Convaincu que son identité de monstre sera découverte et qu'il sera exécuté, Tama accepte son sort. Contre toute attente, les spectateurs concluent qu'il est un simple chat élémentaire. Arya est déclaré vainqueur du duel et autorisé à garder Tama. Le lendemain matin, alors qu'Arya dort, Tama réfléchit à la manière dont il a pu être confondu avec un chat. Finalement, il accepte son destin et décide de rester auprès d'Arya en tant que son fidèle animal de compagnie. Le lendemain, alors qu'elle essaie de câliner Tama pour le sortir du lit, il lui fait des gestes audacieux à l'oreille, ce qui la fait réagir de manière incontrôlée. En tant que chevalier honorable, avant sa mort, il décide de mettre fin à cette situation et de s'éloigner. Cependant, elle continue à l'appeler, réclamant davantage. Plus tard dans la journée, à la forge, Arya rend visite à Vulcan, son ami. Arrivé sur place avec Tama, Vulcan ne peut s'empêcher de fixer le mignon petit chaton de son ami. Arya parle beaucoup de Tama à Vulcan, qui propose de le porter un moment. Le visage de Tama s'illumine d'excitation alors que Vulcan demande pourquoi Arya est venue avec son chaton. Arya explique qu'elle souhaite que Vulcan fabrique une bonne armure pour Tama. Vulcan est ravi à l'idée de relever ce défi, heureuse de créer quelque chose de nouveau et mignon pour un chaton si adorable. Vulcan prend immédiatement les mesures de Tama et, quelques heures après, elle termine l'armure. Celle-ci est parfaite pour Tama, qui l'ajuste sans problème. Cependant, Vulcan rencontre un autre problème, malgré son reforge, elle n'arrive pas à rendre l'épée d'Arya plus légère. Arya a du mal à la manier lors de ses quêtes. Après réflexion, Vulcan suggère de former un groupe temporaire pour observer Arya en action avec son épée et comprendre le problème. Le même jour, ils se rendent tous dans un donjon. Vulcan impressionne en écrasant des gobelins hideux. Arya, admirative, observe tandis que Tama la trouve intrépide et courageuse. Les capacités de Vulcan sont confirmées lorsqu'elle bloque une attaque de feu avec une technique issue de ses compétences de forge, lui permettant d'enrober son armure d'éléments variés. Après avoir préparé le terrain, Vulcan laisse Arya prendre le relais avec son épée. Mais leur prochain ennemi est un orc hideux et surdimensionné.
Arya, dégoûtée et effrayée, l'attaque tout de même avec sa compétence d'accélération, mais l'orque bloque ses assauts. Tama intervient en volant dans les airs, activant la technique du corps de fer pour protéger sa maîtresse et distraire l'orque. Cela permet à Arya de l'éliminer d'une seule attaque. Vulcan remarque que les longues épées d'Arya perturbent ses mouvements et décide de simplifier son équipement. Arya, insatisfaite, demande quelque chose de plus difficile pour devenir plus forte. Vulcan suggère alors de passer à l'étage suivant, rempli de monstres prêts à être massacrés. Là-bas, Arya rencontre des repers, des monstres visqueux et pervers. Tama, inquiet, craint que sa maîtresse ne se fasse attraper. Vulcan conseille à Arya de se déplacer intelligemment pour éviter de se retrouver piégée par leur corps gluant. Arya attaque avec sa compétence d'accélération, mais sa vitesse n'est pas suffisante. L'un des repers finit par briser son épée lourde en 2 morceaux. Alors qu'elle est presque attrapée, Vulcan lui lance un couteau qu'elle attrape et enfonce dans le corps du Slim, le tuant sur le coup. Après avoir vaincu un repère, Arya passe au suivant. Vulcan, qui observe ses mouvements, remarque qu'Arya serait plus efficace avec des armes courtes. En un rien de temps, Arya découpe toutes les parties du monstre, laissant Vulcan stupéfaite. Consciente des compétences d'Arya, Vulcan ne s'attendait cependant pas à une telle rapidité dans l'élimination du deuxième monstre. Alors qu'ils pensaient avoir terminé leur quête, le monstre éclabousse Arya de son jus avant de régénérer ses mains. Arya grimace, déclarant que seul Tama a le droit de faire cela, puis elle élimine la stupide créature d'un seul mouvement. Cette fois, elle s'assure de découper le monstre en morceaux pour rendre sa réincarnation impossible. Vulcan et Tama se précipitent pour féliciter Arya pour sa démonstration de compétence. Mais Tama, le petit chat espiègle, s'arrête à mi-chemin pour voler un peu de jus des restes du repère, espérant acquérir leur capacité. Pendant ce temps, Arya, toujours furieuse contre le monstre défunt, continue de percer ses restes dans un accès de vengeance. Tama, perplexe, observe la scène. Après le combat, Arya se confie à Vulcan sur son choix d'utiliser des épées longues. Elle raconte avoir rencontré le saint de l'épée pendant son enfance, une rencontre qui l'a inspirée à adopter cette arme malgré son incompatibilité avec son style de combat. Cependant, après avoir découvert que les dagues lui convenaient mieux, elle décide de jouer sur ses points forts. Tama approuve son choix, convaincue qu'elle deviendra encore plus forte. Impressionné par ses progrès, Vulcan propose d'explorer un étage inférieur du donjon, confiant en la capacité d'Arya à gérer les défis avec ses nouvelles armes. Avant de continuer, il s'arrête près d'une pierre philosophale, un artefact unique qui repousse les monstres dans son rayon. Pendant cette pause, Arya examine la pierre, déclenchant un flot de souvenirs traumatisants de son enfance, où sa maison fut attaquée par des démons. Vulcan remarque son trouble et l'interroge, mais Arya change rapidement de sujet. De son côté, Tama s'amuse dans une flaque d'eau, et Arya décide de le rejoindre, retirant son armure pour plonger. Vulcan les suit, et tous trois profitent d'un moment de détente dans l'eau. Pendant cette pause, Arya pose des questions à Vulcan sur son ancien groupe d'aventuriers. Vulcan révèle que son groupe s'est dissous après qu'un couple de membres, tombés amoureux, ait décidé de fonder une famille. La conversation dévie sur les capacités des chats élémentaires comme Tama, et Vulcan mentionne leur potentiel de croisement avec d'autres espèces. Arya, étrangement enthousiaste, exprime son impatience de voir Tama grandir pour réaliser ce potentiel, une remarque qui laisse Vulcan perplexe. Leur pause terminée, le groupe descend à l'étage suivant du donjon, où il rencontre un puissant minotaure. Arya, prudente, attaque avec sa technique tourbillon, mais son attaque ne fait qu'égratigner la créature. Vulcan intervient pour la soutenir, lui redonnant confiance. Arya, encouragée, intensifie son assaut, sa vitesse surpassant les mouvements du minotaure. Une attaque maladroite du monstre provoque l'effondrement du plafond, mettant Vulcan en danger. Tama utilise alors sa compétence de hurlement éthéré pour dévier les débris, sauvant Vulcan de justesse. Inspiré par la bravoure de Tama, Arya porte un coup décisif à la poitrine du minotaure, le vainquant enfin. De retour à la guilde des aventuriers, Arya, Vulcan, et Tama échangent le butin de leur raid. Arnold, le réceptionniste de la guilde, remarque les profondes entailles sur le corps du minotaure et s'interroge sur leur hauteur. Vulcan annonce fièrement que les entailles ont été réalisées grâce à la nouvelle technique d'Arya. Arnold, se souvenant à quel point Arya était faible à son arrivée en ville, la félicite pour ses progrès impressionnants. Touché par les compliments, Arya remercie Arnold avant de se rendre dans une taverne pour célébrer leur succès avec l'argent gagné. Au restaurant, Vulcan se laisse aller à des remplissages généreux, ce qui pousse Tama à se demander si elle est une buveuse chevronnée. Arya, de son côté, exprime sa gratitude envers Vulcan pour son soutien pendant le raid et partage le plaisir qu'elle a eu à travailler ensemble. Vulcan partage ses sentiments et exhibe avec enthousiasme les herbes médicinales qu'elle a récoltées dans le donjon. En observant leur discussion animée, Tama se sent nostalgique, repensant à ses jours d'aventurier où il partageait des moments similaires avec ses compagnons. Malgré cela, il admet que sa vie actuelle n'est pas si mal. Après tout, être le familier d'une belle elfe est un rêve pour beaucoup. Pour sceller leur camaraderie, Vulcan propose de former une équipe officielle. Arya, flattée mais trop timide pour répondre,
est aidé par Tama, qui mord doucement sa main et la place sur celle de Vulcan, scellant ainsi l'accord. Le groupe trinque à leur nouveau partenariat et décide de prolonger la fête avec des boissons. Plus tard dans la nuit, Tama, coincé entre l'armure imposante d'Arya et Vulcan, peine à trouver le sommeil. Il entend Arya murmurer dans son sommeil qu'elle ne veut pas qu'il soit trop brutal. Suspicieux mais intrigué, Tama parvient à rester calme. Pour se distraire, il vérifie ses statistiques et découvre qu'il est éligible pour une évolution. Cependant, évoluer pourrait le transformer en un immense bémote et mettre en péril sa vie actuelle auprès d'Arya et Vulcan. Il décide de renoncer à évoluer pour rester leur loyal compagnon. Le lendemain matin, alors qu'Arya et Tama traversent la ville, ils rencontrent deux voyous harcelant une jeune fille qu'ils accusent de vol. Arya intervient et, en voyant son chat élémentaire, les malfrats prennent la fuite. Arya réconforte l'enfant, apprenant qu'elle est orpheline, et la conduit à une église locale où des religieuses prennent soin d'autres orphelins. En entendant la conversation entre Arya et les religieuses, Tama admire la noblesse de sa maîtresse et jure de la soutenir encore davantage. Ce soir-là, Arnold convoque Arya à la guilde pour la féliciter de sa promotion au rang C. Il lui remet un pendentif symbolisant son nouveau rang en guise de récompense. Leur célébration est toutefois interrompue par une agitation près du panneau des quêtes. Arnold explique que plusieurs disparitions ont été signalées dans la ville voisine de Lenar, avec des rumeurs impliquant des démons. En entendant cela, Arya, animée par sa rancune envers les démons, demande plus de détails et se déclare prête à accepter cette quête d'urgence. En voyant sa détermination, Vulcan décide de l'aider, et Arnold explique qu'étant donné la situation, une compagnie de chevaliers les accompagnera. À ce moment-là, un homme encapuchonné entre dans la guilde, annonçant qu'il est l'un des chevaliers. Il se nomme Cédric Ruin, ce qui surprend tout le monde, car il s'agit du fils aîné du duc. Selon les rumeurs, sa famille est responsable de surveiller les labyrinthes. Cédric salue Vulcan, et Arya lui dit que c'est un honneur de le rencontrer. Cependant, Cédric répond qu'il n'y a pas besoin de formalité, car ils seront bientôt des compagnons d'armes. Tama se rappelle qu'il y a des années, lorsque l'obscurité du roi démon a envahi le monde, une guerre brutale entre humains et démons, appelée le Ragnarok, a éclaté. L'humanité a triomphé grâce à un jeune homme désormais connu sous le nom du Grand Mage. Cédric, l'un des héros de cette guerre, y a gagné sa gloire. Ariel, curieuse, lui demande si son groupe n'est pas trop petit pour affronter une menace démoniaque. Arnold, émerveillé par Cédric, explique aux filles à quel point il est impressionnant, et, fasciné, il prend sa main, ce qui pousse Arya à se demander s'ils sont en couple, tandis que Vulcan hoche la tête en signe d'approbation. Plus tard, le groupe se prépare à partir. Tama remarque qu'Arya est nerveuse, ce qui est compréhensible face au danger à venir. Il la lèche pour l'encourager, et Arya, en retour, l'embrasse en signe de remerciement. Tama est surpris mais essaie de garder son calme pour se concentrer sur la mission. Le groupe rencontre ensuite Dany, Howard, Kenny et Marita. Arya se présente comme une aventurière de rang C avec Tama, son petit chat élémentaire. Fidèle à ses habitudes, elle ne le tient pas dans ses mains, mais le place sur sa poitrine. Après l'avoir présenté, tout le monde est surpris par sa mignonnerie, et Marietta la prend directement. Arya commence à faire des commentaires légèrement osés, ce qui provoque une dispute entre Kenny et Marita pour savoir qui pourra le porter. Pendant ce temps, ils croisent un groupe d'ogres. Dany descend du carrosse et les élimine en quelques secondes, impressionnant Arya par sa puissance. En arrivant dans un village, Cédric et son groupe reçoivent un rapport, une équipe envoyée pour combattre des démons dans des ruines n'est jamais revenue. Le chef du village invite le groupe à se reposer à l'auberge. Pendant le dîner, Arya demande aux chevaliers pourquoi ils ont rejoint l'ordre. Marita avoue qu'elle l'a fait pour payer les médicaments de sa sœur, Kenny pour libérer son père de l'esclavage, et Dany et Howard à cause de dettes. Cédric, quant à lui, explique que, ne pouvant pas hériter du titre de sa famille, il a rejoint l'ordre pour tuer beaucoup, ce qu'il trouve génial. Son commentaire met toutefois les filles mal à l'aise. Plus tard, les filles se préparent à prendre un bain. Tama, respectant son code d'honneur, tente de ne pas les regarder. Cependant, Vulcan se sent gêné de se retrouver nu devant Tama, chose qui ne l'avait jamais dérangé auparavant, et s'enfuit. Tama se fait ensuite laver, ce qui surprend Marita et Kenny de voir un chat qui n'a pas peur de l'eau. Pendant ce temps, Tama compte des nombres premiers pour se détendre, tandis que l'atmosphère des bains devient plus légère. Un moment fan service s'installe, les filles plaisantant entre elles et exprimant leur envie envers les proportions d'Arya. Pendant ce temps, les garçons, à l'écoute de tout cela, sont visiblement troublés. Howard dit à Dany qu'il doit se détendre. Cependant, lorsque Dany propose d'espionner les filles, Howard ne peut pas refuser, et les garçons s'y faufilent discrètement. Ils sont cependant interceptés par Tama, qui les envoie voler d'un hurlement puissant. Après ce moment fan service, le groupe arrive aux ruines, mais ils sont observés par un démon qui déclare que le moment est venu de mettre son plan à exécution. Alors qu'ils avancent, le groupe tombe sur une meute de loups-garous. Howard utilise la provocation pour attirer leur attention, et les garçons se débarrassent rapidement des loups. Tama remarque cependant que les renforts ennemis sont bien armés. Son hurlement d'éther ne leur ferait gagner que peu de temps,
Il décide donc de changer de stratégie et utilise son hurlement d'eau, perforant l'estomac des loups-garous. Les garçons et Arya sont stupéfaits par cette capacité. Le démon, intrigué, se demande quelle est la nature de ses attaques et, en observant Tama, s'interroge sur le fait qu'il pourrait être un chat élémentaire. Cependant, il conclut que Tama est trop puissant pour cela. Il se rassure néanmoins, convaincu qu'il trouvera un moyen de l'éliminer, quitte à le faire lui-même. De son côté, Arya, dans une élan de désir, espère que Tama pourra la terrasser comme ces monstres et lui faire plein de choses. La situation devient embarrassante pour Tama, qui se sent gêné. Plus tard, Cédric interrompt leur progression, ressentant une aura oppressante. Le démon se présente alors comme Beryl Astaroth, un survivant des démons que les humains avaient exterminés. Il annonce que le village de Lennar n'est qu'un petit pas dans son immense ambition. Il invoque une grande quantité de trolls de rang A. Tama est surpris de voir qu'il peut contrôler des monstres aussi puissants. Les garçons se mobilisent rapidement, mais tombent dans un piège tendu par Beryl, les empêchant de coopérer. Tama arrache un bras à l'un des trolls, mais celui-ci se régénère aussitôt. Les garçons demandent alors à Cédric d'utiliser ses capacités. Excité, Cédric dégaine son épée et libère son pouvoir, tranchant facilement les trolls. Beryl, stupéfait, réalise que cette magie sombre était censée être accessible uniquement aux grands mages du Ragnarok. Tama, de son côté, attaque les trolls avec sa magie, mais cela reste inefficace à cause de leur régénération de rang A. Conscient que la situation pourrait devenir catastrophique, il envisage d'utiliser son évolution, mais craint que cela révèle sa véritable nature de monstre, ce qui mettrait fin à son voyage avec sa maîtresse. Il décide donc de brûler les trolls pour empêcher leur régénération rapide, parvenant ainsi à en éliminer 3. Pendant ce temps, Vulcan et Arya affrontent le démon. Grâce à une bonne coordination, Arya parvient à le poignarder dans la poitrine. Le démon lui rit au nez, affirmant qu'une telle attaque ne peut pas l'affecter, mais l'épée commence à briller et blesse gravement le monstre. Ce dernier attaque rapidement Arya, la faisant tomber au sol. Tama court immédiatement vers sa maîtresse et est horrifié de voir qu'elle est empoisonnée. En examinant la dague, il réalise que le poison est d'une nature inquiétante. Le démon, avant de se transformer en pierre et d'être pulvérisé, déclare que non seulement Arya, mais toute l'humanité, est condamnée lorsque le pouvoir de son maître reviendra. Le poison d'Arya progresse rapidement. Cédric comprend qu'il s'agit de la toxine d'un dragon venimeux et qu'ils doivent l'emmener immédiatement en ville. À leur arrivée, le médecin leur annonce tristement qu'elle ne survivra que jusqu'à midi au mieux. Vulcan demande s'il existe un antidote, mais le médecin répond que personne n'a encore réussi à neutraliser cette toxine. Il confie néanmoins qu'un antidote est possible, mais pour cela, il faudrait l'œil d'un dragon terrestre. À ce moment, Tama se remémore le dragon terrestre qui avait failli l'envoyer rejoindre Saint-Pierre. Pendant que les autres réfléchissent à une stratégie, ils pensent qu'en unissant leurs forces, ils pourraient vaincre un dragon terrestre. Cependant, Cédric les interrompt, leur rappelant qu'ils n'ont pas le temps de partir à la recherche de dragons et qu'ils doivent trouver une autre solution. C'est alors qu'Arya commence à crier de douleur. Voyant sa maîtresse souffrir, Tama décide qu'il ira chercher le dragon terrestre, prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver sa vie. Après tout, il est encore en vie grâce à elle. Au coucher du soleil, il arrive à l'endroit où se trouve le dragon terrestre. En le voyant, le dragon lui demande pourquoi quelqu'un qui avait réussi à s'échapper décide maintenant de revenir. Tama déclare qu'il est là pour le vaincre. Le dragon se moque de lui, affirmant qu'une créature inférieure comme Tama ne pourrait rien contre lui. Tama comprend que le dragon a raison, il ne pourra pas le vaincre, du moins pas sous cette forme. Il accepte alors sa seconde forme et se transforme en Behemoth. Maintenant que Tama a évolué, il passe à l'attaque. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il est plus puissant que le dragon de terre. L'ennemi est confiant, mais cette fois, Tama cesse de faire semblant et en profite pour attaquer afin de récupérer l'œil et le donner à l'elfe avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, après avoir tué le dragon avec sa queue, son mana commence à s'épuiser, et contre toute attente, il retourne à sa forme originelle. Tama ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais comme il n'a pas de temps à perdre, il place le dragon de terre dans son espace de stockage et se rend immédiatement auprès de sa maîtresse. Là, on peut voir qu'elle est dans un état critique, et Vulcan ne peut s'empêcher de pleurer. Mais après avoir entendu un grand bruit, il sort et découvre un dragon de terre étendu au sol. Évidemment, il voit Tama et suppose qu'il en est responsable. Cependant, les explications peuvent attendre, tout le monde s'active pour sauver la vie d'Arya. Pendant ce temps, Arya rêve de son passé, lorsqu'elle avait 13 ans et que sa maison fut attaquée par des démons à la recherche d'une pierre philosophale. Sa vie était en danger, mais un chat élémentaire est intervenu pour la protéger. Probablement depuis cet événement, elle a développé une affection particulière pour les chats. Finalement, elle se réveille, et heureusement, elle échappe de peu à la mort. Tout le monde est soulagé, et même Arnold ne peut retenir ses larmes en apprenant ce qui s'est passé. Un certain temps a passé depuis, mais tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, car la toxine était si puissante qu'Arya est toujours en convalescence. Tama sort la nuit, inquiet de ne pas comprendre le fonctionnement de son évolution, car depuis qu'il a vaincu le dragon de terre, cette évolution a disparu.
Il décide alors de tester les capacités qu'il a acquises du dragon de terre. Ses nouvelles compétences sont impressionnantes, un Minotaure n'a pas eu la moindre chance face à lui. Cependant, un événement étrange se produit, une femme mystérieuse s'approche de Tama. Cette blonde lui dit qu'elle l'a enfin retrouvé et tient dans ses mains son armure, qu'il avait perdue lors de son évolution. Elle lui demande pourquoi il est transformé en chat et ce qu'il est advenu de sa forme puissante d'avant. Tama, évidemment confus, ne reconnaît pas cette femme. Ne recevant pas de réponse, elle dit que ce n'est pas important, car elle ne cherche qu'une seule chose, eh bien, se reproduire. Oui, vous avez bien compris. C'est incroyable à quel point les filles peuvent être étranges dans cet anime. Tama parvient à s'enfuir de cette femme folle, mais une fois rentré chez lui et en sécurité, il ne comprend toujours pas pourquoi elle lui semble familière. Le lendemain, Arya habille Tama en adorable petit chat câlin, car ils ont prévu de passer la journée en pique-nique. Pendant qu'ils profitent de cette journée ensoleillée, Arya remercie Tama de l'avoir sauvé. Elle explique que lorsqu'ils l'ont trouvé, il était à côté du cadavre du dragon de terre. Mais elle se sent un peu coupable d'être toujours celle que l'on doit sauver, pas seulement par Tama, mais aussi par Vulcan, Cédric et tout le groupe en général. En passant, Arya explique que lorsque son village a été sauvé, elle l'a quitté en promettant de revenir une fois qu'elle serait devenue une guerrière puissante. Le problème, c'est qu'Arya réalise maintenant qu'elle n'a pas encore assez de puissance, ce qui la fait se sentir très mal. Tama essaie de l'encourager, et elle comprend d'une certaine manière ce qu'il veut lui dire. Elle se rend alors compte qu'elle doit apprendre à apprécier ses propres réussites, car après tout, elle a joué un rôle essentiel dans la défaite de Berry. Elle le remercie donc d'avoir toujours été à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Le lendemain, ils vont voir Vulcan, car l'elfe a commandé de nouveaux équipements. Grâce à la petite fortune qu'elle a obtenue en récoltant la récompense pour avoir éliminé le démon Beryl et en vendant des matériaux provenant des monstres vaincus par Tama, Arya a besoin de matériaux très résistants mais aussi légers. Vulcan décide alors d'utiliser de l'oricalque, un métal qui répond parfaitement à ses exigences. Avec cela, Arya obtient une nouvelle armure, un peu petite, certes, mais au moins elle pourra mieux se battre. Tama, lui aussi, reçoit une armure avec les mêmes caractéristiques. En outre, Vulcan précise qu'elle a également mélangé un peu d'acier tamahagane à l'oricalque, ce qui rendra l'ensemble encore plus résistant. Les trois décident ensuite d'explorer un donjon, mais Arya avoue être un peu nerveuse, car elle n'a pas combattu depuis longtemps. Sur le chemin, Tama utilise une compétence qu'il a acquise du dragon de terre, appelée bénédiction du roi lion, qui confère une résistance au feu et à la glace, tout en augmentant légèrement l'agilité. Plus tard, il rencontre un gobelin. Cette fois, Arya parvient à le vaincre à une vitesse impressionnante, sans avoir besoin d'utiliser sa compétence d'accélération. Cependant, la femme étrange de tout à l'heure réapparaît, toute contente d'avoir retrouvé Tama, et assure que cette fois, il ne pourra pas s'échapper. Les filles, surprises de la voir, demandent si elle est une aventurière de la ville et comment elle s'appelle. La mystérieuse femme déclare qu'elle est née des ténèbres et qu'elle n'a pas de nom. L'elfe demande à Vulcan ce qu'elle en pense, et Vulcan suggère qu'il pourrait s'agir d'amnésie ou d'un cas similaire. La mystérieuse femme dit ensuite des choses déplacées à Tama, ce qui amène les filles à penser qu'elle n'a pas toute sa tête. Elle propose même à Tama de se multiplier, mais Arya intervient, expliquant qu'il ne peut pas, car il est encore un chat. En entendant cela, la femme étrange est surprise de voir que l'elfe a réussi à domestiquer Tama. Elle semble intimidée par la puissance qu'Arya pourrait posséder. Arya lui propose alors de sortir et de venir s'installer chez elle. Vulcan lui demande si elle est sûre de vouloir s'occuper d'une vagabonde, mais Arya répond que si elle n'a pas de souvenirs, elle n'a probablement nulle part où aller et pourrait finir dans une situation déplorable. La femme mystérieuse, perplexe, demande si elle pourra rester avec Tama si elle va chez Arya. Celle-ci lui répond que oui, mais à voix basse, elle assure au protagoniste qu'elle le protégera de tout danger. Cependant, Tama n'a pas l'air du tout d'accord avec cette décision, ce qui se voit clairement sur son visage. Pendant leur voyage en bateau, Arya propose de donner un nom à la mystérieuse femme. Vulcan lui demande quel nom elle aimerait, mais il est clair qu'elle s'en moque complètement. Après y avoir réfléchi un moment, Arya propose de l'appeler Stella, un nom qui signifie beau dans sa terre natale. La mystérieuse femme ne sait pas quoi en penser, mais en voyant que Tama semble apprécier ce nom, elle accepte. À partir de maintenant, elle sera donc appelée Stella. À leur arrivée, tout le monde profite d'un bon bain, et Stella est ravie d'être aussi propre. Pendant la nuit, alors que tout le monde dort, Stella appelle Tama et lui dit qu'il est temps d'avoir une conversation. Ce qui est curieux, c'est que Stella peut utiliser la télépathie, et il devient évident qu'elle sait parfaitement que Tama peut comprendre le langage humain. Cela intrigue le protagoniste. Elle lui rappelle qu'il ne devrait pas être surpris, car lorsqu'il lui a enlevé la vie, il a utilisé des mots humains. Cette révélation laisse Tama totalement confus, car elle est bien vivante et devant lui. Mais Stella le traite de crétin s'il ne peut pas la reconnaître après l'avoir affrontée à 2 reprises. Et oui, elle est le dragon de terre. Tama se souvient finalement d'elle. Stella, ravie qu'il se rappelle, explique qu'elle était autrefois un dragon de terre extrêmement puissant né dans l'obscurité du labyrinthe.
Elle n'avait besoin de personne pour lui rappeler qu'elle était une créature de rang S, supérieure à toutes les autres créatures autour d'elle. Cependant, tout a changé lors de leur deuxième affrontement, où Tama a mis fin à sa vie. Après cela, elle s'est réveillée à nouveau dans le labyrinthe, d'abord confuse, mais elle a compris qu'elle avait été réincarnée grâce à une de ses compétences. Elle s'est donc habillée avec ce qu'elle a trouvé et a commencé à suivre sa trace grâce à l'armure qu'il avait laissée. Tama a du mal à tout comprendre et lui demande pourquoi elle est là, cherchant peut-être à se venger. Mais, contre toute attente, Stella lui répond que non. Elle explique qu'il l'a poussée à la soumission et qu'elle n'a aucune intention de se battre ou de lui faire du mal. En réalité, c'est tout le contraire, il est le premier mal qu'elle a trouvé si puissant qu'il l'a rendue complètement folle. Arya se réveille heureusement à temps pour sauver Tama et prévient Stella que Tama est son chat, son compagnon bien-aimé, et qu'elle n'a aucune intention de le céder. Stella accepte pour le moment et décide d'aller dormir. Mais, par télépathie, elle avertit Tama qu'il lui appartiendra un jour, même si ce sera dans un avenir lointain. Elle lui déclare également qu'elle l'aime énormément. Tama est totalement perdue dans ses pensées, Stella a l'apparence d'une humaine, mais en réalité, elle reste un dragon, et il est certain que sa présence dans la maison va causer de gros problèmes. Stella est très satisfaite de la nourriture qu'elle goûte en ce moment, et il est évident qu'elle a extrêmement faim. Cependant, tout en appréciant le repas, elle demande télépathiquement au protagoniste qui est exactement cet elfe, car elle a réussi à le contrôler. Pourtant, elle ne semble être qu'une fille mignonne et douce. Tama lui explique qu'elle est à la fois sa sauveuse et sa maîtresse, à qui il a juré une loyauté éternelle. Cela ne plaît pas entièrement à Stella, mais le protagoniste en profite pour lui demander de ne pas révéler à Arya qu'il est un Behemoth, une sorte de monstre. Stella lui demande pourquoi, et Tama répond que si Arya découvre qu'il est un monstre, il ne pourra plus jamais rester à ses côtés. Grave erreur, petit chat. Stella voit cela comme une grande opportunité. Elle demande à Tama si, en échange de son silence, il accepte de devenir son partenaire, sous-entendu pour des raisons explicites. Cependant, elle finit par dire qu'elle plaisantait, car elle est bien trop fière pour faire du chantage. Elle est convaincue qu'elle parviendra à le séduire par ses propres moyens. Tama préfère largement cette approche et lui demande de l'appeler simplement par son nom plutôt que par d'autres surnoms étranges. Les trois personnages partent ensuite se promener sous l'initiative de l'elfe, afin de stimuler la mémoire de Stella et lui permettre de se souvenir de son passé. Stella explique qu'elle ne se souvient de rien, car elle passait son temps à combattre. Ces paroles amènent l'elfe à croire que Stella était une aventurière. Elle lui demande également si elle a été surprise de la voir avec Tama dans le labyrinthe. Stella répond que oui, et évidemment, elle a été choquée qu'Arya ait réussi à faire de Tama son familier. L'elfe ne comprend pas très bien ce commentaire, mais le protagoniste explique que Stella se base sur la loi du plus fort, elle pense qu'Arya est plus forte que Tama, qui, lui, est plus fort que Stella. Cela crée une sorte de hiérarchie étrange dans son esprit. Voyant que la promenade ne semble pas fonctionner, l'elfe suggère à Stella de tenter un entraînement d'aventurière pour voir si cela peut lui rappeler quelque chose. L'idée enthousiasme Stella, qui se prépare rapidement avec une tenue inhabituelle. Arya lui demande si elle est sûre de partir ainsi, sans aucune protection, et suggère qu'elle devrait au moins porter des gants. Stella refuse, affirmant que son corps est suffisamment résistant pour se passer de choses inutiles. Elle révèle alors des parties de son corps de dragon, surprenant à la fois Vulcan et Arya. Ces dernières lui demandent si elle est une Dragonute, mais Stella répond qu'elle ne sait pas ce que cela signifie. Elle explique que c'est simplement ce qui arrive lorsqu'elle libère son pouvoir. Tama précise que les Dragonutes sont des humains inhabituels capables de transformer des parties de leur corps en dragon. Cependant, cela ne surprend pas vraiment Tama, qui était auparavant un dragon entier. Les filles sont impressionnées par Stella, surtout Vulcan, car les parties de dragon sont un matériau rare et incroyable, ce qui effraie la pauvre Stella. Arya estime que la tenue de Stella est désormais parfaite et lui demande de choisir une arme. Bien que Stella soit visiblement fan des épées, elle finit par opter pour un énorme bouclier en acier, très lourd. Cela choque Vulcan, car cela signifie que Stella est incroyablement forte. Même le protagoniste est surpris qu'elle ait choisi un bouclier au lieu d'une épée ou d'une hache. Il le fait remarquer à Stella télépathiquement, et elle avoue n'avoir jamais été intéressée par les boucliers auparavant. Cependant, après sa défaite contre lui, elle a appris que la défense était tout aussi importante que l'attaque. Ironiquement, elle est maintenant devenue une fille qui craint les attaques, à cause de ce qu'elle a vécu avec lui. Elle lui demande s'il ne se sent pas coupable de lui avoir pris la vie, mais finit par dire que ce n'était qu'une blague. Grâce à lui, elle connaît désormais la vraie force et le véritable amour. Enfin, il se prépare pour la descente dans le donjon. Arya demande à Stella de rester à l'arrière et d'observer comment les choses se passent. Mais Stella fonce tête baissée et s'occupe des gobelins sans même utiliser ses armes. Les autres sont stupéfaits par sa force, non seulement elle les élimine, mais elle semble prendre plaisir à les humilier. Tama espère simplement que cette soif de sang et de combat ne la mènera pas sur un chemin sombre, car cela deviendrait un gros problème à gérer. Arya décide que les trois restent en arrière-garde, car le combat dans le donjon pourrait aider Stella à retrouver ses souvenirs. Pour le moment, on voit bien qu'elle agit seulement par instinct, donc il faut l'aider d'une manière ou d'une autre. Stella,
toujours motivée, veut se battre contre quelque chose de plus fort, alors les filles décident d'aller dans un niveau plus difficile. Mais avant cela, elles établissent des limites, et Vulcan conseille à la dragonne d'apprendre à manier l'épée. Bien sûr, Stella est tellement sûre d'elle qu'elle pense ne rien avoir à craindre face à des créatures aussi faibles. Plus tard, elle tombe sur des orques de rang E. Stella les élimine si facilement qu'elle utilise même son bouclier comme une arme, juste pour se moquer d'eux. Les filles sont sans voix, et même le protagoniste est effrayé par la puissance de la dragonne, bien qu'il l'ait vaincue sans problème auparavant. Stella, insatiable, veut encore se battre, alors elles avancent vers un niveau encore plus difficile. Elle n'a jamais été dans cet endroit, mais les filles lui demandent d'écouter avant d'agir. Fidèle à elle-même, Stella charge et tombe sur un monstre déjà apparu dans un épisode précédent. Rien qu'en le voyant, elle est démoralisée. Tama lui explique que, maintenant qu'elle a réincarné sous forme quasi humaine, il est normal qu'elle trouve ce type de créature répugnant. Stella, furieuse, se jette sur le monstre comme un dragon désespéré. Le monstre bloque son attaque et lui sécrète un mucus dessus, ce qui la met hors d'elle, et elle se met à gesticuler comme les couilles d'un cheval en pleine course. Le protagoniste intervient, utilise ses propres tentacules, ou plutôt des queues de chat, les sépare, puis attaque pour achever le monstre et calmer Stella. Déconcertée par ce qui lui arrive depuis qu'il a mis fin à sa vie de dragon, elle avoue être troublée. Tama lui conseille de ne pas avoir peur, sinon elle pourrait perdre le contrôle. Vulcan s'excuse auprès de la dragonne, et le protagoniste, télépathiquement, promet de veiller sur elle. Il lui demande cependant de combattre en tant qu'humaine, et non comme un dragon. Stella acceptée, avec un nouvel état d'esprit, s'excuse auprès de Vulcan pour ne pas l'avoir écouté. Elle lui demande même de lui donner des leçons de maniement de l'épée et du bouclier. Vulcan, ravi, accepte. Le mot groupe rappelle à Stella les aventuriers qui venaient autrefois la défier. Bien qu'ils fussent faibles, leur courage en groupe était admirable. Stella décide donc de coopérer avec ses nouveaux compagnons. Un peu plus tard, il désigne Stella comme le tank de l'équipe, avec ses parties de dragon, son bouclier et une grande épée, ce qui la rend parfaite pour attirer les attaques ennemies et contre-attaquer. Tama considère Stella comme une bénédiction pour l'équipe, car ils avaient besoin de quelqu'un avec ses capacités. Les monstres ne tardent pas à apparaître. Stella entre en action, mais elle a encore du mal à se concentrer sur son rôle et finit par poursuivre un orc lâche. Le reste de l'équipe fait face à la situation pour la retrouver, et, avec l'aide des buffs de Tama, les filles s'engagent dans le combat. Finalement, avec Stella, elles parviennent même à vaincre un monstre étrange et dérangeant. Après ces combats, elles arrivent dans un endroit où elles prennent un bain. Cela tourne au chaos lorsque toutes veulent être avec Tama. Stella remarque qu'Arya n'est pas aussi forte qu'elle le croyait et décide de garder Tama près d'elle plus longtemps. Cela finit dans une pagaille, et Tama est envoyée voler dans les airs. À la fin de la journée, ils se rendent chez Arnold pour inscrire Stella comme nouvelle aventurière. Il n'y voit aucun problème, mais veut d'abord qu'Arya rencontre quelqu'un, Reiss. Cet homme est venu avec une requête pour Arya. Cela surprend le groupe, mais Arnold précise que Reiss cherche une personne fiable, et il pense qu'Arya est parfaite pour ça. Arya lui demande en quoi consiste la requête, et Reiss explique qu'il s'agit de protéger des marchandises précieuses durant un voyage de plusieurs jours. Malheureusement, Vulcan ne peut pas fermer son atelier, mais elle essaiera de les rejoindre une fois ses tâches terminées. Stella demande ce qu'ils doivent protéger exactement. Le soir, Reiss leur montre sa précieuse marchandise, un squelette de dragon terrestre qu'il a récemment acquis lors d'une vente aux enchères. Et, bien sûr, on peut deviner ce qui va se passer ensuite. Notre Minou, par télépathie, demande à la dragonne si elle va bien. Elle lui répond que tout cela n'a pas de sens, car cela lui rappelle le moment où elle a été tuée. Mais surtout, elle ressent une douleur au cœur, et cette douleur est pour lui. Elle se demande pourquoi son cœur bat si vite, appelant à nouveau notre Minou chaton fort. De son côté, Tama n'est plus sûr de jamais la comprendre. Puis Arnold apparaît avant de partir et remet son insigne à Arya, lui annonçant qu'elle a été promue au rang B en tant qu'aventurière. En entendant cela, Vulcan la félicite, et notre elfe est ravi d'avoir monté en grade. Ensuite, Arya, Stella et Tama montent dans le carrosse, disent au revoir à Vulcan et Arnold, et commencent leur mission de gardienne, éliminant quelques orques sur leur chemin. Curieusement, Stella s'endort sur son ancien corps. Plus tard, autour d'un feu de camp, Reiss offre des lys de la vallée à notre elfe, lui racontant que, lorsqu'il était jeune, il les cueillait pour sa fiancée. Oui, ce monsieur va enfin se marier. En comprenant cela, Tama réalise pourquoi cet homme ne lançait pas de regard malveillant à sa maîtresse. Notre Minou était vraiment jaloux. Arya demande alors au chevalier ce qu'il compte faire du squelette de dragon. Reiss explique qu'un de ses contacts, un marchand d'armes, a commencé à collecter des matériaux rares. Il soupçonne que quelque chose de grave se prépare, peut-être une grande guerre. Cela rappelle à notre Minou le démon qu'ils ont tué, car ce fou parlait du retour d'un être très puissant. Reiss les informe qu'ils arriveront à Gleston demain, et leur conseille de se reposer. Cependant, en pleine nuit, Tama sent que le sol change. Il se lève pour voir ce qui se passe, et Arya le suit. Reiss leur assure que sa marchandise est intacte et suppose qu'un nouveau labyrinthe est en train de se former.
Notre elfe comprend qu'ils doivent partir, alors elle prépare tout et réveille la dormeuse Stella. Mais celle-ci est ravie de voir la formation d'un nouveau labyrinthe et informe Reiss qu'elle veut y retourner plus tard pour l'explorer. Même Tama est très enthousiaste, car c'est le rêve de tout aventurier. Après avoir marché un peu, ils parviennent à sortir du labyrinthe. À l'aube, Reiss leur recommande d'y retourner, et, en bon marchand, il leur demande de revendre à sa compagnie tout ce qu'ils y trouveront. Mais il les prévient aussi d'être prudents, car ils ignorent la difficulté du labyrinthe. Nos 3 aventuriers s'aventurent alors dans la forêt. Tama utilise sa compétence bénédiction du roi lion, ce qui est apprécié par Arya. Pendant ce temps, l'excitée Stella s'élance pour attaquer les monstres, mais Arya la retient et lui montre la lettre de Bulga. Elle dit que, si elles promettent de combattre ensemble, elles pourront tenir Tama dans leurs bras une seule fois. Cette promesse enthousiasme Stella, qui revient rapidement. Notre pauvre protagoniste se sent utilisé comme appât. Une lumière rosée apparaît et leur dit que, s'ils cherchent des trésors, ils doivent la suivre. Mais comme elle va trop vite, Stella se retrouve dans un cul-de-sac. La lumière continue à jouer avec elle. Arya comprend que c'est un piège. 2 monstres surgissent alors. Stella se place en tant qu'elle les provoque, tandis qu'Arya profite de l'occasion pour attaquer avec sa capacité d'accélération et enchaîne des coups rapides. Soudain, des mouvements dans les buissons attirent leur attention. 2 créatures apparaissent, une autre dryade aux cheveux verts nommée Ferry et une petite pixie aux cheveux roses appelée Lily. Arya est surprise, car ces créatures vivent habituellement dans les forêts et les labyrinthes. Mais elle s'intéresse davantage à Tama et le couvre tellement de câlins qu'il s'évanouit. Stella tente de les arrêter, mais Tama la rassure, elle ne lui semble pas méchante. Stella leur demande alors pourquoi elles ont tenté de la perdre dans le labyrinthe. Lily l'interrompt et Ferry explique qu'elle voulait devenir amie avec le chat, et qu'elles les ont guidés ici pour leur offrir un coffre au trésor. Ils ne savent pas ce qu'il contient, mais il doit être rare. Arya reste méfiante. Ferry leur explique qu'il y a d'autres coffres, mais qu'ils doivent d'abord obtenir une clé, protégée par des abeilles tueuses. Grâce à un excellent travail d'équipe, ils vainquent les monstres. Arya ramasse la clé, et Lily révèle qu'elle ouvre la salle du boss. Arya comprend que le trésor y sera très précieux, mais comme ils sont en mission et ignorent ce qui les attend, ils préfèrent d'abord se reposer et récupérer. Ferry et Lily décident de les accompagner pour découvrir la ville. En arrivant, Arya les prévient de ne pas s'éloigner, car les fées sont rares et risquent d'être capturés. Les 2 promettent de lui obéir. Lily et Ferry se retrouvent encore distraites en dégustant quelque chose acheté dans une boutique. Le vendeur, bien que surpris, ne les gronde pas, mais demande à notre elfe de payer. Les 2 petites fées réalisent qu'elles ont fait quelque chose de mal, sans pour autant comprendre quoi, car elles ignorent le concept de l'argent. Arya, avec bienveillance, leur explique et leur suggère de savourer leur repas, puisqu'elle l'a déjà réglé. Ensuite, le groupe se rend chez Reiss, où il l'interroge sur un mystérieux objet. Reiss leur explique qu'il s'agit d'une larme de vérité, un élixir qui force celui qui le boit à exprimer ses pensées telles qu'elles sont. C'est un objet rare, difficile à estimer en valeur, même dans un labyrinthe intact, car l'obtenir requiert énormément d'efforts. À ce moment-là, Lily et Ferry apparaissent, et Reiss, stupéfait, contemple ces créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant. Juste derrière elle, Stella fait son entrée, veillant sur elles en silence. Étrangement, Reiss annonce qu'il doit partir immédiatement pour une mission importante. Après cela, tout le monde prend un bain et se repose. Stella tente d'approcher Tama pour le câliner, mais celui-ci la griffe. Voyant cela, Lily et Ferry compatissent avec la dragonne, et Arya rappelle à Tama que Stella a travaillé dur aujourd'hui. N'ayant plus d'excuses, notre petit félin accepte de se laisser caresser. Stella profite alors pleinement de ce moment, allant même jusqu'à renifler le ventre de Tama. Pendant ce temps, Vulcan fait face à une étrange situation. Soudain, un crâne émerge du sol près d'elle. D'un simple coup sur la tête, elle élimine la menace. Cependant, en entendant une clochette tinter, elle demande immédiatement qui est là, mais ne reçoit aucune réponse. Son attention se porte alors sur une tombe et des lys de la vallée. De retour avec notre groupe, Arya et les autres retournent dans le labyrinthe. Grâce à la clé obtenue, elle ouvre la porte menant à la salle du boss. Lily et Ferry, tout en sirotant leur miel au citron, leur souhaitent bonne chance avant de reculer. Mais elles ne sont pas seules, quelqu'un d'autre est caché dans l'ombre. Le boss apparaît enfin, un torrent drake de rambé. Le combat commence immédiatement. Stella part ses attaques avec son bouclier, tandis qu'Arya tente une attaque rapide avec son accélération. Cependant, le monstre est trop rapide, obligeant Stella à la protéger à nouveau. Elle annonce qu'elle va distraire l'ennemi et se lance dans l'action, elle utilise ses mains et sa queue de dragon pour attraper directement les bras du monstre. Tama en profite pour lancer une boule de feu, puis l'immobilise avec ses tentacules, créant ainsi une opportunité pour Arya. Celle-ci ne manque pas sa chance et plonge sa dague droit dans le cou du drake, mettant un terme au combat. Tama, dans son esprit, félicite sa maîtresse pour sa précision. De son côté, Stella insiste pour qu'il la remercie, car elle a été d'une aide précieuse. Soudain, un coffre apparaît, renfermant 2 parchemins qui commencent à léviter. Arya comprend immédiatement qu'il s'agit d'anciens artefacts magiques contenant des compétences scellées.
Tama reconnaît une écriture en langue ancienne. L'énergie des parchemins se concentre alors et fusionne avec Arya, lui conférant une compétence sacrée appelée épée divine, qui ressemble fortement à une épée de ki. Le groupe est ensuite téléporté hors du labyrinthe, mais Lily et Ferry ont disparu. À leur place, il ne reste que des pots cassés. Elles se seraient évaporées sans raison apparente. Ailleurs, Rhys est vu en train de faire tinter une petite cloche. Il murmure que le rapproche tout en contemplant le portrait d'une femme nommée Elisa, qui tient des lys de la vallée. Il est fort probable qu'elle ait été sa fiancée et qu'elle ne soit plus de ce monde. Tout cela devient bien mystérieux. Les filles, inquiètes, commencent à les chercher partout. Mais aucune nouvelle d'elle, et après un long moment de recherche, elles retournent en ville, résignées. Elles sont accueillies par Vulcan, qui leur demande pourquoi elles ont l'air si abattues. Les filles lui expliquent toute la situation, et Vulcan leur recommande d'aller demander à la taverne si, par hasard, quelqu'un ne les aurait pas vues. Cependant, soudainement, des individus étranges entrent dans la maison. En voyant la poitrine d'Arya, ils lui annoncent que le comte Gladstone l'a convoqué. Puis, en remarquant que Vulcan a aussi une poitrine généreuse, ils lui disent qu'elle est une créature magnifique et l'invitent à les rejoindre. Ensuite, ils posent leur regard sur Stella et lui suggèrent également de se joindre à eux. On remarque que d'autres femmes sont très nerveuses. Cependant, Stella refuse la proposition, et les filles répondent à l'inconnu qu'elles sont actuellement très occupées, mais qu'elles passeront une autre fois voir le comte Gladstone. L'homme leur fait savoir que refuser les ordres du comte est un crime. Vulcan s'excuse rapidement et annonce qu'elles iront immédiatement. En sortant pour attendre les filles dans le carrosse, Vulcan leur confie qu'elle veut y aller parce qu'elle a entendu des rumeurs intéressantes sur le comte. Un peu plus tard, alors qu'elles sont en route, elle leur raconte que, selon les rumeurs, le comte enlève des femmes, en particulier celles avec une forte poitrine. Elle a décidé d'aller voir le comte car il est possible qu'elles y retrouvent Ferry et Lily. En arrivant au manoir du comte, elle rencontre ce dernier. En les voyant, il leur dit qu'il leur permet d'être ses amantes, car elles sont très bien qualifiées. Le majordome leur apporte du thé, mais en le sentant, Tama détecte une odeur étrange. Arya, en essayant d'en boire, remarque aussi quelque chose d'anormal, mais elle n'a pas d'autre choix que de le boire. Heureusement, Tama utilise ses buffs, empêchant ainsi les filles de succomber aux altérations d'état. Le comte est surpris de voir qu'elles ne se sont pas immédiatement endormies. Désespérée, Stella exige qu'ils leur disent où se trouvent Lily et Ferry. Pris de panique, le comte répond qu'il ne sait pas. Tama demande à Stella de se calmer, mais le comte, affolé, les accuse d'être des démons et prétend qu'il devra les exorciser avec la méthode secrète de sa famille. Les gardes arrivent rapidement. Stella est prête à se battre, mais Tama lui demande de se calmer. Arya essaie de raisonner le comte, mais à ce moment-là, un garde informe le majordome qu'une armée de morts-vivants est soudainement apparue dans le village et se dirige vers le manoir du comte. Comme tout bon lâche, le comte ordonne à ses gardes d'aller le protéger, abandonnant les filles à leur sort. Inquiète pour les habitants, elle se dirige vers le village et guide les citoyens vers les collines, puis se prépare à éliminer les squelettes. Vulcan sauve une petite fille paralysée par la peur et annonce aux autres qu'elle va conduire les villageois en sécurité tout en protégeant l'enfant. Pendant ce temps, les autres affrontent les monstres sur place. De son côté, le manoir du comte est encerclé par une grande horde de morts-vivants. En se dirigeant vers l'endroit, Stella et Tama entendent une cloche venant du manoir de Rhys. En arrivant, elle lui demande ce qu'il fait. Il leur répond qu'il se venge, car le comte a assassiné sa fiancée. Il leur révèle qu'il ne pouvait invoquer que 2 squelettes auparavant, mais qu'avec le pouvoir des fées, il peut maintenant invoquer toute une armée. Il utilise la cloche pour priver les ennemis de leur liberté et des flèches pour drainer leur mana. Soudain, la maison explose, et de ses ruines émerge le squelette d'un dragon terrestre. Rhys remercie ses nouveaux alliés, car en plus du squelette de dragon, ils lui ont offert les fées, ce qui lui donne tout ce dont il a besoin pour accomplir sa vengeance. Les héros contre-attaquent, mais ni Tama ni Stella ne parviennent à lui infliger de dégâts. Cependant, Arya, en utilisant son épée sacrée, réussit à lui faire du mal. Mais comme il s'agit d'une nouvelle compétence, elle est trop éprouvante pour elle. Tama, étant incapable d'évoluer en sa deuxième forme pour le moment, demande à Stella de gagner du temps afin qu'elle puisse sauver Lily et Ferry. Et sans perdre de temps, Stella se jette sur les squelettes, tandis que, d'un autre côté, dans le village, Vulcan s'occupe de protéger les citoyens. De retour avec les filles, Stella parvient à s'approcher suffisamment pour que Tama, grâce à ses tentacules, puisse extraire Lily et Ferry de l'intérieur du squelette géant. Sans perdre de temps, Stella leur montre de quoi elle est capable en draconifiant entièrement son corps et en tranchant le bras du squelette. Tama lui arrache la tête, tandis qu'Arya, avec sa compétence d'épée sacrée, le purifie d'un seul coup. Après avoir éliminé le dragon zombie, Arya s'approche de Rhys et tente de le raisonner, lui expliquant que sa fiancée, Elisa, n'aurait jamais voulu qu'il se venge. Rhys lui fait comprendre qu'il ne compte pas pardonner le comte et utilise à nouveau sa cloche. Cependant, parmi les squelettes, le cadavre d'Elisa apparaît. En prenant sa main, Rhys peut voir qu'elle lui fait comprendre que la vengeance n'apporte rien de bon, qu'elle détruit l'âme et l'empoisonne.
Elle lui rappelle aussi qu'il perdait toujours son sang-froid lorsqu'il était en colère. Elisa lui demande alors de s'excuser et de se repentir de ses crimes. En pleurs, Reiss admet qu'elle a raison. Peu après, Elisa disparaît avec tous les squelettes. Mais honnêtement, ils auraient dû disparaître après avoir éliminé le comte. Parce que dès le lendemain, ce dernier se prépare à exécuter Reiss pour tout ce qu'il a fait. Son majordome lui annonce que c'est une excellente occasion de démontrer sa puissance. À ce moment-là, Arya lui sert du thé et, en le goûtant, le comte est subjugué, affirmant que c'est un thé extrêmement cher. Et il a raison. Changement de scène, juste avant l'exécution de Reiss, le comte remercie Stella, Vulcan et Arya d'avoir sauvé le village. Mais alors qu'il s'apprête à tuer Reiss, ce dernier lui demande comment il a pu commettre une telle atrocité. Reiss explique qu'il en est certain, le comte a assassiné sa fiancée. Pris au piège, le comte finit par avouer qu'il l'a effectivement tué, mais qu'il n'a aucune intention de l'admettre, sans réaliser qu'il vient de le faire. C'est alors qu'Arya, tenant une potion de vérité, lui demande s'il connaît les femmes disparues. Sans la moindre tenue, le comte laisse échapper que c'est un grand secret, mais que lui et son majordome les tuaient tout après en avoir profité. Les habitants du village sont horrifiés en entendant cela, tandis que le comte ne comprend pas pourquoi il dévoile tout. Arya lui révèle qu'elle avait ajouté une goutte de potion de vérité dans son thé, l'obligeant à révéler tous ses méfaits devant tout le monde. Sans attendre, les villageois se jettent sur lui. Un peu plus tard, Reiss remercie les filles, ayant l'impression d'avoir finalement obtenu une forme de vengeance. Quelques jours plus tard, le comte est destitué et emprisonné à vie avec son majordome. Quant à Reiss, il échappe à la peine de mort mais est incarcéré à sa place. Pendant ce temps, Tama continue sa vie habituelle au paradis. Et tandis qu'elles prennent un bain, toutes les filles se battent pour savoir laquelle d'entre elles pourra le presser contre sa poitrine. Les fées secourues sont interrogées par Stella sur la nécessité de retourner dans la forêt, mais elles préfèrent rester auprès de Tama pour lui témoigner leur gratitude. En arrivant en ville, Arnold les accueille avec enthousiasme, félicitant leur exploit à Gladstone. Tout le monde célèbre la victoire, car vaincre un dragon squelette de rang S est une prouesse rare. Arnold remet ensuite un insigne à l'elfe, signifiant sa promotion au rang A, et à Stella, qui passe au rang B. Quant à Vulcan, elle a refusé son ascension, préférant rester forgeronne. Alors qu'ils célèbrent, ils apprennent que Gladstone a envoyé de nombreux cadeaux à Arya et son groupe. Malheureusement, leur appartement manque d'espace pour tout stocker. Arya demande à Vulcan de garder les cadeaux dans son atelier, mais celle-ci refuse en raison de son propre stock déjà bien rempli. Arnold suggère alors à Arya d'acheter une maison, ce qui l'enthousiasme, bien qu'elle n'ait jamais fait un achat aussi important. Avec l'accord de Tama et la présence des deux fées dans le groupe, un déménagement semble être la meilleure option. Le lendemain, ils se rendent dans une agence immobilière. Stella veut une grande cuisine pour bien manger, les fées souhaitent un jardin luxuriant avec des arbres, et Arya veut une chambre spacieuse. Le héros doute qu'une maison avec de telles caractéristiques soit abordable, mais l'agent immobilier leur propose une option étonnamment bon marché. La maison répond à tous leurs critères, mais un détail pose problème, la salle de bain est énorme et séparée du reste. Le propriétaire confie que c'est la raison pour laquelle il n'a jamais pu la vendre. Contre toute attente, cela ravit les filles, habituées à prendre des bains ensemble. La décision est prise, ils achètent la maison. Une fois le déménagement terminé, qui s'est déroulé sans encombre grâce à Stella, celle-ci est récompensée en obtenant le droit de caresser Tama. Le matin suivant, Vulcan leur apporte des langoustes qu'il cuisine pour un somptueux repas du soir. Durant la nuit, le protagoniste ressent encore du travail à accomplir. Il découvre une nouvelle compétence, explosion élémentaire, qu'il souhaite tester en combat. En consultant ses capacités, il réalise qu'il a débloqué une troisième transformation Bemo Mode, ce qui l'étonne profondément, car Tama pensait que la seconde était la dernière. Cependant, il hésite à l'activer, craignant de ne pas pouvoir redevenir un chaton. Ses pensées réveillent Stella, qui lui demande ce qui ne va pas. Il tente de la rassurer, mais elle insiste. Finalement, il lui confie qu'il pourrait avoir une nouvelle transformation. Ravie, Stella exige qu'il évolue sur le champ, visiblement motivé par des intentions peu recommandables. Tama, effrayé par son enthousiasme, prend la fuite. Le lendemain matin, ils savourent leur petit déjeuner en plein air, appréciant leur nouvelle demeure. Pendant que les fées demandent à Arya d'ajouter plus de plantes au jardin, Arya propose de trouver un jardinier, mais les fées préfèrent s'en charger elles-mêmes. En exécutant un rituel, elles font pousser un gigantesque arbre. Vulcan intervient immédiatement, affirmant qu'il s'agit d'un arbre du monde, une entité légendaire capable d'enrichir la terre et de générer des minéraux rares. Elle leur demande de le cacher et de faire pousser des arbres normaux à la place. Stella remarque ensuite une eau scintillante au sol. Vulcan identifie une source de vie, une eau miraculeuse aux vertus curatives exceptionnelles. Conscient des ennuis qu'une telle découverte pourrait provoquer, le groupe décide de la dissimuler. Vulcan s'inquiète néanmoins des pouvoirs extraordinaires de Lily et Ferry, qui pourraient attirer des individus mal intentionnés. Les fées promettent alors de cacher leurs capacités autant que possible. Finalement, Vulcan annonce son intention d'explorer le sol sous le jardin, persuadé que quelque chose de spécial s'y trouve. Toutefois,
si elle découvre un artefact inhabituel, elle ne pourra rien faire, car seuls les forgerons d'artefacts du monde sont capables de les manipuler. Ce titre n'est accordé qu'à quelques élus reconnus par l'autorité nationale compétente. Le petit chat ne sait pas exactement quoi penser de Vulcan, car il pourrait très bien être un forgeron de ce type. Soudain, Arnold arrive pour leur annoncer qu'il a une mission urgente pour l'elfe. Pour une raison inconnue, un puissant monstre est apparu au premier niveau, causant déjà plusieurs morts. Les filles sont déterminées à partir immédiatement, mais les petites fées, pour éviter de causer plus de problèmes, préfèrent rester à la maison malgré leur envie d'y aller. Cependant, Tama pousse un miaulement protecteur, ce qui fait croire à Arya qu'il veut que les fées participent aussi à la mission. Une fois dans le donjon, elle découvre qu'on leur a même fourni un équipement pour aventuriers. Sans perdre de temps, elle rencontre leur premier monstre, un gobelin normal et un hobgoblin, ce qui est étrange, car ils ne devraient pas être à ce niveau. Les petites fées veulent montrer leur force, alors elles attaquent et éliminent les ennemis en quelques secondes. Tama pense qu'elles sont un excellent ajout à l'équipe, car leur capacité d'attaque à moyenne distance est idéale pour couvrir l'arrière-garde. En avançant un peu plus, elles entendent un bruit étrange qui semble provenir d'un minotaure. Stella remarque que ce n'est pas un cri de guerre, mais plutôt un cri de détresse, comme s'il était effrayé. En enquêtant davantage, elle découvre qu'un troll est présent et qu'il est probablement responsable de la fuite des autres monstres. Tama a un mauvais pressentiment, les monstres ont normalement des niveaux fixes où ils résident. Arya demande au petit chat de reculer, car un ennemi puissant se trouve devant elle. Cependant, elle veut voir combien elle a progressé depuis ses précédents combats. Les fées attaquent en premier, mais malheureusement, elles ne lui infligent même pas une égratignure. Pire encore, le troll possède une régénération très rapide. Le monstre passe à l'offensive, et Stella se place devant ses alliés avec son bouclier pour les protéger. Vulcan en profite pour attaquer, et Arya fait de même, mais malgré leurs assauts répétés, le monstre ne meurt pas. Face à cette situation, l'elfe décide de sortir ses épées sacrées et attaque, mettant enfin fin à la créature. C'est un exploit impressionnant, d'autant plus que la célèbre Stella a collaboré avec l'équipe, ce qui est une véritable surprise. Maintenant que tout est réglé, l'elfe propose d'explorer un peu plus loin et de rapporter les événements à Arnold. Comme d'habitude, après une mission éprouvante, il est temps de prendre un bon bain. Regardez à quel point ce chat vit bien. Pendant ce temps, un chevalier court à toute vitesse pour prévenir Sa Majesté que ses craintes se sont réalisées. Partout, les monstres deviennent agités, comme s'ils répondaient à l'appel des démons eux-mêmes. Alisha, l'idole d'Arya, est également au courant de la situation et sait que le moment est venu. Quelques jours après, Arnold informe Arya et son groupe qu'ils ont reçu une convocation de l'empereur en personne. L'elfe ne comprend pas pourquoi, mais Arnold pense qu'il veut les remercier d'avoir sauvé Gladstone. Arya, quant à elle, n'en est pas si sûre. Arnold demande alors l'avis de Vulcan, qui, bien que peu sûr d'elle, admet que c'est peut-être pour cette raison. À présent, les filles ont déjà pris la route. Pendant la nuit, elles campent, puis le voyage reprend le lendemain, car la route est longue. Finalement, Lily aperçoit la cité impériale au loin. À leur arrivée, des gardes confirment l'identité d'Arya et lui annoncent que l'empereur l'a fait venir. En chemin, les filles sont impressionnées par la foule et l'architecture de la ville, qui semble être le véritable cœur de la nation. Elles remarquent aussi de la nourriture magnifiquement présentée et appétissante. Cependant, la seule qui ne semble pas ravie est Vulcan. Elles arrivent enfin au palais, où l'empereur les accueille immédiatement. Il déclare que leur récente défense de Gladstone mérite de grands éloges. Tout le monde s'incline en affirmant qu'ils sont honorés de recevoir ces remerciements, mais Vulcan prend la parole et dit qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis leur dernière rencontre. Arya est surprise d'entendre cela, et le prince héritier, Julius, ajoute que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu la légendaire forgeronne d'artefacts, un titre dont Vulcan n'avait jamais parlé à ses compagnons. Le prince aux cheveux bleus explique que, pendant la guerre du Ragnarok, le groupe du grand mage a sauvé tout le monde. Parmi eux se trouvait une guerrière aux oreilles de tigre maniant un marteau, évidemment, il parle de Vulcan. Il estime qu'en d'autres circonstances, elle servirait cette nation en tant que forgeronne officielle. Mais Vulcan précise qu'en guise de récompense pour ses services, elle a été autorisée à ouvrir son propre petit atelier indépendant. Arya a du mal à croire qu'une de ses compagnes soit aussi importante. Soudain, une femme nommée Belzébuth apparaît. Le prince s'énerve légèrement, car il déteste ces apparitions intempestives. Vulcan explique que Belzébuth est une sainte démone qui aide l'humanité. Dans son esprit, Arya se demande dans quoi elle vient de s'embarquer, car tout cela lui semble hors de sa portée. Belzébuth lui affirme que cela ne tardera pas à devenir son problème aussi. L'elfe lui demande alors si elle vient de lui lire dans les pensées, ce qui est évidemment le cas. Le prince, agacé, rappelle à Belzébuth qu'elle est censée demander la permission avant de faire cela. Mais la démone n'en a que faire et va droit au but, elle annonce qu'ils auront bientôt besoin de force pour affronter le retour imminent des 4 démons. Leur objectif est de briser le sceau de la calamité vivante, c'est-à-dire le 7e roi démon et exploiter ses pouvoirs pour ensuite ressusciter le dieu des ténèbres. Le protagoniste ne peut s'empêcher de penser aux paroles de Beryl, qui lui avait clairement dit que l'humanité était vouée à tomber tôt ou tard.
Il a du mal à cacher sa terreur, car il comprend enfin ce que ce type voulait dire. Julius explique que c'est précisément pour cette raison qu'ils ont convoqué Arya et son groupe, ils veulent savoir s'ils accepteront de combattre à leur côté contre les 4 démons. L'elfe ne s'attendait pas à une telle proposition. Tama remarque que son cœur bat anormalement vite et s'approche pour la calmer et lui montrer son soutien. Finalement, Arya accepte avec honneur de se joindre à cette bataille contre des ennemis aussi redoutables. Julius demande alors à Vulcan de forger des artefacts pour tout le monde. Elle accepte sans hésiter. Lily demande ce que sont ces artefacts, et Belzébuth explique qu'il s'agit d'armes spéciales, forgées à partir de matériaux uniques par des mains expertes. Stella est enthousiaste à cette idée, et le prince assure à Vulcan qu'elle disposera de tout le financement nécessaire pour accomplir son travail dans les meilleures conditions. Il lui présente ensuite ceux qui seront ses assistants. Le reste du groupe suivra un entraînement pour acquérir de nouvelles compétences. Julius, quant à lui, entraînera personnellement Stella afin qu'elle devienne une excellente tank. Enthousiaste à l'idée d'affronter un adversaire puissant, elle accepte immédiatement. Belzébuth s'occupera de l'entraînement des 2 fées, tandis que pour Arya, Julius annonce qu'une personne spéciale se chargera d'elle, bien qu'ils doivent encore attendre que cette personne accepte. Pendant qu'il se trouve dans une luxueuse résidence et observe un tableau, une certaine Alisha fait son apparition. Étrangement, elle porte un uniforme de domestique. Contre toute attente, elle reconnaît Arya immédiatement, affirmant qu'elle ne pourrait jamais oublier un regard aussi déterminé que le sien. De son côté, Arya non plus ne peut pas l'oublier. Ni elle, ni ce qu'elle a ressenti ce jour-là. Depuis, Alisha est devenue la lumière qui guide son chemin submergé par l'émotion. Arya ne peut retenir ses larmes, mais Alisha la réconforte. Elle est heureuse de voir à quel point elle a grandi et accompli tant d'exploits récemment. En passant, elle lui raconte qu'elle a un ami très intéressant. Arya lui explique qu'il s'agit de Tama, un chat élémentaire, qui fait partie de sa famille. Alisha se demande s'il est vraiment un chat élémentaire, mais elle ne s'attarde pas sur ce détail pour le moment. L'entraînement va maintenant commencer. Alisha demande à Arya de l'attaquer de toutes ses forces, tandis qu'elle-même n'utilisera qu'une épée en bois. Immédiatement, une pression écrasante envahit l'atmosphère, et Tama comprend qu'il s'agit bien de la légendaire Alisha, la sainte de l'épée. Arya est terrifiée au point de voir à quel point elle pourrait être blessée. Se sentant si inférieure, elle n'a d'autre choix que d'attaquer de toutes ses forces. Alisha esquive son attaque, mais déclare aussitôt qu'Arya a réussi l'épreuve. Malgré sa peur, elle a su faire preuve de courage et franchir un cap que beaucoup ne peuvent pas. Désormais, elle lui promet qu'elles se renforceront ensemble. Pendant ce temps, Vulcan travaille d'arrache-pied avec ses assistants, leur donnant même des conseils pour améliorer la qualité et l'enchantement des objets forgés. Belzébuth a également commencé à entraîner les 2 fées, leur expliquant qu'elles apprendront des compétences utiles pour compléter celles de leurs compagnons. De son côté, le prince entraîne Stella, qui lui demande pourquoi il ne porte pas de bouclier. Il lui explique que, lors de la dernière guerre, il a été usé par sa propre imprudence et qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour porter une arme aussi lourde. Malgré cela, Stella ne compte pas se retenir, elle active ses griffes du dragon et se lance à l'attaque. Cependant, en seulement 2 mouvements, Julius la met hors combat. Il est conscient qu'elle possède une force incroyable, sans doute supérieure à la sienne, mais il lui conseille de ne pas combattre de cette manière, sinon cela se terminera mal. Il lui rappelle qu'un tank doit tenir bon jusqu'à la fin et être prêt à défendre son groupe avant toute autre chose. Du côté d'Alisha, l'entraînement est terminé pour aujourd'hui, et elles reprendront demain. À ce moment-là, Vulcan fait son apparition et, à la surprise générale, elle enlace Alisha, révélant qu'elles sont amies depuis longtemps, depuis qu'Alisha a rencontré le grand mage. Il s'avère qu'Alisha a une personnalité un peu étrange, elle se considère comme l'épouse et l'esclave de son maître, le grand mage. Elle entraîne immédiatement Arya avec elle pour lui raconter certaines histoires d'amour qu'elle a vécues avec lui. Après un bon bain, vient le moment du dîner, ou plutôt, du festin. Encore une fois, il est difficile de comprendre pourquoi Alisha est celle qui sert le repas, expliquant qu'elle a préparé un plat particulier enseigné par son maître, un steak haché, un plat typique du Japon natal du grand mage. En entendant le mot Japon, Tama se demande si ce grand mage vient d'un autre monde. Nous savons tous que c'est évident, mais cette révélation est tout de même surprenante. Après le dîner, tout le monde s'endort, sauf Tama, qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Soudain, il tombe sur Alisha. Elle est surprise de le voir, mais lui dit qu'ainsi, il ressemble vraiment à un chat normal. Elle lui confie ensuite qu'il devra protéger tout le monde lorsque le moment viendra. Évidemment, elle sait que Tama est un bémote. Le protagoniste n'en revient pas qu'elle l'ait su depuis le début sans rien dire. Le lendemain, tout le monde s'entraîne. Les fées, par exemple, se motivent en pensant aux sucreries qu'elles pourront manger après l'entraînement. Vulcan continue de travailler d'arrache-pied, tandis que Stella poursuit son entraînement, sans comprendre pourquoi le prince est aussi puissant. Il s'excuse, expliquant que ce n'était pas son intention de la mettre dans cet état. Il ajoute qu'il est lui-même surpris de constater qu'elle, contrairement à Arya, n'a pas besoin d'une raison pour devenir plus forte, elle l'est déjà, et bien trop. Il lui rappelle simplement de toujours faire preuve de détermination. De son côté,
Arya s'entraîne sans relâche depuis le matin, cherchant à devenir plus forte. Tama ne comprend pas d'où elle tire autant d'énergie. Alisha sait qu'Arya a suivi son exemple, ce qui l'a rendue très forte, mais elle lui rappelle qu'elle devra aller encore plus loin pour acquérir de nouvelles compétences. Car sa réponse déterminera son chemin. Vulcan a enfin terminé son travail, Stella a obtenu une nouvelle compétence, et les fées ont aussi développé les leurs. Cependant, ce n'est pas le cas d'Arya. Elle veut continuer à s'entraîner, mais Belzébuth arrive et annonce que le temps est écoulé, elle sait désormais où les 4 démons sont réapparus. Au palais du roi, on apprend que chacun d'eux est réapparu à un endroit différent. Belzébuth explique que Cédric et l'armée impériale sont déjà partis vers les 2 premières destinations prévues. Cependant, 2 autres endroits restent sans protection. Le premier est le royaume d'Alf, le pays d'Alisha. Elle décide donc de s'y rendre immédiatement. Le second est le labyrinthe de ruines. Les filles n'en reviennent pas, elles viennent tout juste d'acheter leur maison là-bas. Malgré cette mauvaise nouvelle, Arya sait qu'elles doivent y aller pour protéger leur foyer. Vulcan a réussi à terminer son travail. Stella a réussi à obtenir une nouvelle compétence. Les fées ont également acquis les leurs. Cependant, ce n'est pas le cas pour Arya. Elle veut continuer à s'entraîner, mais Belzébuth arrive pour lui dire qu'il n'y a plus de temps, car ils savent désormais où les 4 démons sont réapparus. Au palais du roi, on apprend que chaque démon est revenu à un endroit différent. Belzébuth mentionne que Cédric et l'armée impériale sont partis vers 2 des lieux prévus, mais il en reste 2 autres. Le premier se trouve dans le royaume d'Alf, qui appartient évidemment au pays d'Alisha. Elle s'y rendra dès que possible. L'autre endroit est le labyrinthe de ruines. Les filles n'en reviennent pas, car elles viennent tout juste d'acheter leur maison là-bas. Malgré cette mauvaise nouvelle, Arya sait qu'elles doivent y aller pour protéger leur foyer. Les filles et Julius sont arrivés au labyrinthe et sont tombés sur tout le groupe de Cédric, bien que ce dernier ne soit pas présent, étant occupé ailleurs. Dès leur entrée, ils rencontrent une grande quantité de monstres bien plus tôt que prévu. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout le monde attendait cela avec impatience pour tester ses nouvelles armes et compétences. Par exemple, Arya peut se déplacer à une vitesse fulgurante sans même utiliser l'accélération. Stella absorbe l'énergie via son bouclier et la canalise ensuite vers son épée. Ferry peut immobiliser de nombreux ennemis avec une force impressionnante, tandis que Lily donne désormais des coups extrêmement puissants. Tama est impressionné par la quantité de mana que possèdent ces deux-là. Le protagoniste estime qu'il n'a pas besoin d'intervenir pour l'instant, et les autres constatent la nette différence de puissance des filles, due à l'entraînement et aux artefacts créés par Vulcan. Malgré leur progression, la quantité de monstres ne diminue pas. Au contraire, plusieurs trolls mutants viennent d'apparaître, ce qui est inhabituel à cet étage. Dany dit au prince qu'il devrait continuer avec les autres et économiser ses forces pour affronter le démon, pendant qu'eux resteront combattre pour gagner du temps. En arrivant à l'entrée d'une nouvelle salle, tout le monde s'arrête, car l'atmosphère devient extrêmement lourde. Il est évident que quelque chose de maléfique se trouve plus loin. Julius leur demande de se préparer, et Tama en profite pour renforcer tout le groupe avec sa compétence d'amélioration. Le démon les attendait et ressent immédiatement leur présence grâce à l'aura presque sacrée qu'il dégage. Ce démon s'appelle Vazago et est un serviteur du roi des enfers. Julius lui annonce immédiatement que son heure est venue et qu'il ne quittera pas cet endroit vivant. Vazago se lève et invoque 2 de ses serviteurs les plus puissants, Cyclope et Autrus. Il leur ordonne de dévorer ses soi-disant héros, affirmant qu'ils ont un goût exquis. Tandis que Julius affronte Cyclope, le démon ouvre un portail, n'ayant pas l'intention de rester. Mais le prince refuse de le laisser s'échapper et l'attaque immédiatement, ordonnant aux autres de se charger de ses serviteurs. Tama et Arya doivent affronter Autrus, tandis que Vulcan et les autres s'occupent du Cyclope. L'elfe ne perd pas de temps et attaque immédiatement, tandis que Tama profite de l'ouverture pour lancer son hydrobombe, infligeant de sérieux dégâts aux monstres. Stella résiste bien aux attaques du Cyclope, et Vulcan lui assène un coup d'une force terrifiante. Les fées ont élaboré un nouveau combo entre leurs compétences, causant également d'importants dégâts au Cyclope. De son côté, Julius ne s'en sort pas aussi bien qu'il l'espérait. Même le démon sent que le niveau des héros a considérablement baissé. La situation devient critique. Peu importe les coups portés aux ennemis, ces derniers semblent disposer d'une vitalité infinie et refusent de mourir. Le protagoniste comprend que cela ne présage rien de bon, le prince ne tiendra plus longtemps à ce rythme, et les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Le démon, ne voulant donner aucun répit, lance une attaque extrêmement puissante. Et il est inutile de préciser à quel point cela a été fatal pour Julius. L'ennemi, moqueur, estime qu'il n'a plus rien à faire ici et ordonne à ses sbires de continuer leur festin. En prime, il leur accorde la bénédiction du roi démon, ce qui annonce une tournure encore plus dramatique des événements. Le démon s'en va, et Tama ne sait plus quoi penser. Le prince était leur plus grand espoir pour remporter ce combat, et maintenant, il est à terre, dans un état aussi pitoyable. Les filles, conscientes de la gravité de la situation, sont submergées par le désespoir. Le loup démoniaque, d'un seul coup, blesse grièvement l'elfe. Tama comprend qu'il ne lui reste plus qu'une seule option. Il décide alors d'activer sa digi-évolution pour mettre fin à tout cela.
Tous les présents sont sous le choc et observent la scène avec une attention extrême. Pendant ce temps, Alisha a éliminé la majorité des ennemis sur son chemin. Arrivée devant une porte, elle ressent une présence familière. En entrant, elle tombe nez à nez avec Revi, une vieille connaissance. Apparemment, l'elfe avait déjà vaincu ce démon auparavant, mais cette fois, Revi affirme que les choses seront bien différentes. Son pouvoir a atteint des niveaux inimaginables. En effet, elle commence à se transformer en une créature terrifiante, grâce au pouvoir que lui a octroyé son roi. Elle est désormais une véritable dragonne, persuadée qu'Alisha ne sera pas de taille face à elle. Mais ce combat aura finalement duré moins longtemps que l'amour qu'elle t'a porté. Alisha révèle qu'elle aussi a reçu un immense pouvoir de la part de son maître, et cela se remarque immédiatement. L'elfe se dit que si leurs ennemis sont de ce calibre, Cédric n'aura peut-être pas besoin d'autant d'aide. Cependant, ce qui l'inquiète réellement, c'est le groupe d'Arya. De retour auprès d'elle, Arya ne comprend pas pourquoi son petit chat est en train de se transformer. Tout le monde est stupéfait en voyant Tama sous cette nouvelle forme. Julius comprend immédiatement qu'il s'agit de la bête sacrée elle-même. Arya demande si c'est bien Tama, mais il n'a pas le temps de répondre, il a des affaires urgentes à régler. Les monstres savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas vaincre Tama seul. Le Cyclope s'excuse auprès de son maître avant de se sacrifier pour lancer une attaque assez puissante pour mettre fin au protagoniste. Le loup ne reste pas en arrière et se désarme pour lancer son attaque appelée Hellfire, mais Tama ne reste pas en retrait non plus et active son Flamouling. De toute évidence, le chien cherche à immobiliser Tama juste assez longtemps pour que le Cyclope puisse atteindre sa cible. Le protagoniste sait qu'il est dans une situation délicate, car il ne peut plus reculer. Cependant, Stella refuse de laisser son compagnon se faire capturer et le protégera à tout prix. Vulcan l'avertit qu'aucun de ses artefacts ne pourra résister à une telle attaque, mais Stella n'en a que faire. Elle se remémore les paroles du prince et, avec une détermination inébranlable, elle est prête à défendre ce qui lui tient réellement à cœur. Elle active ses parties de dragon et remercie Vulcan pour ses artefacts. Elle demande au fait de prendre soin d'elle-même et à Arya de bien veiller sur Tama. Stella ne sait pas si elle sortira vivante de ce combat, alors elle anticipe sa possible mort. Elle demande au protagoniste de croire en lui-même, car s'il le décide, il peut vaincre n'importe quel ennemi, y compris le roi démon en personne. Tama lui supplie de ne pas faire de folie, mais elle n'a plus l'intention de reculer. Elle raconte qu'elle a toujours vécu seule, au fin fond du labyrinthe, avant de renaître et de rester aux côtés de Tama et des autres. Elle peut dire avec certitude qu'elle a eu une vie pleinement heureuse et qu'elle ne regrette rien. Arya se rappelle qu'elle se bat pour ses amis et, d'une manière ou d'une autre, elle retrouve ses esprits. Elle refuse de perdre Stella ou Tama. Elle active son épée sacrée et, après avoir accumulé une grande quantité d'énergie, elle lance une attaque appelée Excalibur. Grâce à cela, elle affaiblit les monstres au point qu'il devient bien plus facile de les anéantir complètement. Tout semble enfin terminé, et le groupe est soulagé. Le protagoniste est heureux que sa maîtresse ait obtenu une nouvelle compétence, mais il commence à ressentir des changements dans son propre corps. Peu après, il retrouve sa forme d'origine et se retrouve dans une situation où n'importe qui serait ravi d'être à sa place. Arya, encore émue par les événements, offre une scène quelque peu surprenante. Stella la rassure, car elle a survécu contre toute attente. Un peu plus tard, tout le groupe est réuni, célébrant leur victoire. Pendant ce temps, dans le monde des démons, Vazago ressent que ses liens avec Ortu et le Cyclope ont été rompus. Il confirme ainsi leur défaite et se moque de leur incompétence, les traitant de pathétiques pour avoir perdu contre des ennemis aussi faibles. Pourtant, il reste confiant, l'ère des démons est arrivée. Il estime que les humains devraient profiter de leurs derniers instants pendant qu'ils le peuvent encore. De retour avec le groupe, Julius explique que, selon la vision de Belzébuth, Vazago rassemblera ses forces et attaquera le village elfique de Lumine. Arya comprend immédiatement que l'enjeu est la pierre philosophale. Dans son village, il a toujours été dit que cette pierre était imprégnée d'une quantité incroyable de mana. Alisha explique que les démons veulent exploiter cette énergie pour restaurer leur roi maléfique. Julius sait que défendre la pierre est une priorité absolue et que plus ils seront nombreux, mieux ce sera. Arya jure de protéger la pierre philosophale, son village et son peuple, quoi qu'il en coûte. Stella, les fées et le reste du groupe lui apportent leur soutien, refusant de laisser les démons gagner du terrain. Tama sait que cette bataille décidera littéralement du destin du monde, alors il est prêt à donner tout ce qu'il a. Avec tout le monde d'accord, il ne reste plus qu'à partir pour Lumine.